Bonjour et bienvenue à la dernière causerie de la série expérimentale La discipline et après cette matrice, quelle fabrique du savoir. Cet espace virtuel a été conçu pour donner la parole notamment aux jeunes, des jeunes d'exception, qui ont été invités à parler de l'avenir du savoir, du faire savoir et du savoir-faire à la lumière de leur parcours de vie et d'études particuliers. Suivra une étape qui présentera en essence le résumé et les pistes indiquées par ces causeries. Mais aujourd'hui, nous arrivons à une dernière causerie ainsi enregistrée en direct, une causerie pour laquelle j'ai réservé une invitée que je me permettrai de qualifier d'invitée synthèse. On a tous et toutes l'impression de faire beaucoup ou d'avoir beaucoup fait dans la vie. Cela jusqu'à ce que l'on croise Laetitia Rascle-Baumel. Car on ne peut que nous figer devant son parcours de vie, de savoir, de joie de vivre et de sagesse déjà accumulée et expérimentée à un âge qui demeure très jeune. Selon moi, elle incarne parfaitement le devenir. Laetitia, l'impression que j'ai eue en lisant ta biographie fut celle d'une force extraordinaire qui est en toi et qui te pousse à penser le monde, penser avec un A, car se dégage de toi ce besoin constant de penser le monde, de l'embrasser d'abord, puis de tenter de prendre soin de lui dans son unité, dans sa totalité, de ramasser ses morceaux tombés un peu partout. Et il y a une joie exquise en ce désir, une joie de celle qui éveille en nous un air d'opéra bien chanté, une mélodie déployée sur les cordes d'une guitare ou soigneusement touchée au piano, une joie de celle que fait sentir la nature lorsqu'elle nous fournit et lorsqu'elle fournit, une joie de celle qui décrit en nous la poésie avec chaque vers tracé pour une mémoire que l'on espère longue. Par tout ce que tu as fait et tu continues de faire, tu ne cesses d'enfanter et d'enchanter. Laetitia, merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation à ce dialogue. Et je voudrais proposer que l'on adopte sans tarder donc une voie dialogique. C'est-à-dire, je te propose de faire ta présentation ensemble. Je te lancerai sur chacune de tes pistes, nombreuses, et toi, tu détailleras, car nul autre que toi sait mieux nous parler de ce parcours incroyable qui est le tien. D'accord? Parfait. Ben, d'abord, merci quand même, Mirella, parce que c'est vraiment gentil de prendre le temps de parler de tout ça. Merci beaucoup à toi d'être avec nous. Laetitia, au commencement, ce fut la musique pour toi. Oui, très joli. Je dirais que vers l'âge de 6 ans, 7 ans, déjà, je savais que je voulais faire de la musique. C'était étrange d'ailleurs parce que je venais d'une famille qui écoutait très peu de musique et je pense qu'il y avait un manque à ce niveau-là. Et donc, ben oui, ça a été un parcours un petit peu classique, on va dire, donc des cours de solfège, des cours de guitare et de piano pendant plusieurs années. Et à l'adolescence, en fait, ben, c'est toujours lié à l'histoire personnelle, hein, les choix les choix de vie, les choix de carrière, mais il se trouve que ma petite sœur a eu un cancer, une de mes petites sœurs, et elle a été donc traitée dans un hôpital en France. Et dans cet hôpital, il y avait des bénévoles qui s'occupaient des enfants malades, et dont une chanteuse d'opéra. Et j'ai rencontré cette femme qui était très inspirante. Et c'était une époque où j'avais un intérêt grandissant pour la littérature. Puis en la rencontrant, j'ai réalisé, parce qu'elle m'a invitée à l'opéra, que l'opéra, ça cristallisait tout ce que j'aimais, la musique, la littérature, c'était aussi le théâtre, la danse, c'était vraiment un art complet. Un art total, oui. Exactement, ouais. Et c'est une période où vraiment je me suis dit, bon, ben, moi, c'est ça que je vais faire, je vais être chanteuse d'opéra. Donc là, j'ai eu plusieurs années de cours particuliers en art lyrique et finalement, j'ai eu la chance d'être admise à la maîtrise de l'Opéra national de Lyon. Pour moi, ça a été 2 années vraiment très, très riches, exceptionnelles, d'être au contact de tous ces grands chanteurs, artistes.
C'était vraiment très fort. Puis donc, voilà, j'ai été dans ce milieu-là pendant quelques temps. C'était très beau. Euh, Puis en même temps, rapidement aussi, j'ai vu l'envers du décor, c'est-à-dire euh, il y a un élitisme voilà, qui a ses bons côtés, ses mauvais côtés, mais il y avait aussi cet esprit de compétition qui était très... moi, j'ai pas vraiment apprécié ça parce qu'il y avait des gens qui se volaient des partitions avant des auditions, par exemple, pour qu'un tel ou un tel n'obtienne pas le rôle. Donc, c'était assez particulier. Et puis, on dirait que ça m'a un petit peu refroidi sur la chose. Mais la musique est restée importante, elle est restée très importante. D'ailleurs, elle est là en filigrane dans toute la suite du parcours. On pourra peut-être en reparler, mais euh, pour moi, c'est une dimension de l'être humain, le chant, le partage aussi dans la musique qui est universel aussi, je crois. Puis c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que ça rejoint, la musique pour moi rejoint différents aspects du savoir qui m'intéressent et qui m'ont intéressé par la suite, notamment le rythme, les cycles, on le verra avec l'agriculture. Donc, ouais, c'est une dimension importante de mon parcours. Et tu continues à chanter aujourd'hui? Ben, il y a quelques années, là, ça fait peut-être 3 ans que j'ai arrêté, mais j'étais dans l'Orchestre symphonique de Québec en tant que choriste. Oui, C'est voilà. sûr qu'avec le doctorat, j'ai mis ça de côté un petit peu parce que j'étais très chargée, mais je continue à mener des projets de médiation culturelle où il y a un aspect musical et puis j'ai des projets musicaux, notamment un album que je suis en train de préparer aussi. Donc oui, ça revient. C'est sûr qu'il y a eu des périodes où j'ai... Quand on fait beaucoup de choses, c'est ça qui se passe. Hein, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc à certains moments, ça revient, mais c'est toujours là et ça sera toujours. D'accord. Et puis après la musique, qui donc ne t'a jamais quitté, vers les lettres. De lettres modernes à la création littéraire, le parcours a été aussi inédit pour toi. Oui, donc la littérature, donc ça c'est venu bon, à l'université, les premières années d'université. Donc j'étais en France et j'ai fait un parcours en lettres modernes. Euh, mais j'étais très, c'est-à-dire j'ai beaucoup appris. Hein. C'est vraiment une période où j'ai beaucoup lu, beaucoup appris. J'avais pas encore d'enfants. Je passais mes soirées à lire des livres, puis c'était très enrichissant. Mais en même temps, la façon dont c'était enseigné en France, c'était extrêmement théorique, comme on s'en doute. Euh, Puis, je trouvais que, bon, déjà, évidemment, je ne parle pas vraiment du rapport entre élèves et professeurs qui était assez particulier puis très froid souvent. Mais c'était surtout que je trouvais que la littérature était morte, c'est-à-dire qu'on enseignait ça comme, bon, ben voilà, voilà ce qui s'est passé dans les siècles passés, on va lire ça, mais il y avait donc évidemment aucune ouverture vers la création ou quoi que ce soit. Puis moi, j'avais ce désir aussi d'écrire, de mettre en pratique, parce que je trouve que par l'écriture, on peut comprendre les processus aussi d'écriture. Donc, c'est bien de la comprendre théoriquement, mais je trouve que la dimension créative est importante. Donc, j'ai commencé à chercher ce qui se faisait. Puis à l'époque, on était dans le début des années 2000. Il n'y avait pas tant de trucs que ça en création en France, très peu à ma connaissance, voire pas du tout. Et donc, j'avais déjà ce projet d'aller au Québec. Et ça m'a totalement décidée, étant donné que j'ai vu qu'au Québec, il y avait des programmes de création littéraire. Oui, je souris parce que j'ai suivi exactement le même parcours en lettres modernes en France, à Toulouse pour moi, et c'est exactement la même chose. Je reconnais très bien cette perspective morte, historicisante, en exclusivité. On avait envie de finir nos études pour enfin pouvoir écrire quelque chose. C'est complètement ça. Puis c'est triste quelque part, parce que c'est bon, débarrassons-nous de... Puis en même temps, on avait besoin de ce savoir-là, mais Oui, disons que, voilà, je dois avouer que mes bonnes années d'université, ça a été après, quand je suis allée au Québec et que là, j'ai fait le certificat d'abord en création, j'ai terminé un bac, après, bon, la maîtrise, et puis tous les cours de création ont été fantastiques. On était en lien avec des professeurs qui étaient à la fois des bons pédagogues, de bons, mais aussi théoriciens souvent, mais aussi de très bons créateurs et capables d'actualiser la littérature, d'en faire quelque chose de vivant, d'incarné, qui sert aussi ou en tout cas, qui est impliqué ou qui est utilisé dans des communautés. Enfin, je trouvais que la littérature devenait d'un coup tellement porteuse et féconde, il y avait tellement d'avenues possibles donc, oui, j'ai fait ce parcours-là en étant vraiment ravie. Donc, c'était à l'Université Laval. Et c'est quelque chose qui a vraiment lancé, allumé. Il y avait cette flamme déjà en moi d'écriture, mais là, en acquérant des techniques plus poussées d'écriture, en réseautant avec d'autres auteurs, ben, j'ai commencé à vraiment me positionner comme écrivaine aussi. oui.
Et c'est très important de permettre aussi aux étudiants d'apprendre par expérience. Donc, de pouvoir effectivement mettre la main et écrire et de reconnaître dans une maîtrise ou un doctorat en création littéraire un roman ou un recueil de poésie ou de nouvelles qui a été créé en plus de l'aspect théorique. Donc, cet apprentissage par expérience, c'est quand même important. Et c'est vrai qu'ici, on a la possibilité de le suivre. Une fois installée au Québec, Laetitia, en 2007, tu as subitement ressenti le besoin de réunir à ta manière culture et nature. Et la nature revient dans ta vie. Oui, alors en fait, c'est un petit peu plus tard que ça. Je ne sais pas si j'avais indiqué 2007, mais ça commence à faire son chemin au début de mes premières, dans mes premières années au Québec, pendant que je fais mes études à l'Université Laval. En fait, c'est que je me suis rendu compte, et là, vous allez voir que mon parcours, c'est souvent, je dis vous pour ceux qui vont écouter, c'est beaucoup ça, c'est j'avance, puis je recule, puis je me pose tellement de questions, mais peut-être trop des fois, je ne sais pas. En tout cas, ce qui se passe, c'est que je m'aperçois que malgré le fait que j'adore écrire et que c'est fantastique, le corps est peu mobilisé, là. Je suis beaucoup assise à un ordinateur, dans une bibliothèque. Je ressens le besoin de nature, de l'air frais. Je me dis, ben oui, c'est fantastique, j'adore ce métier-là, mais il manque quelque chose. Il manque encore quelque chose. Il manque cette dimension incarnée qui était dans le champ, peut-être. Puis je sais pas. Puis j'ai une espèce de... C'est une période aussi où je vis personnellement des choses difficiles. Bon, j'ai mon premier enfant aussi. Il y a plein de choses qui jouent là-dedans. Je fais vraiment un virage à 180 degrés en me disant, bon, ben, j'ai mon bac en poche et j'ai envie de contribuer davantage parce que, en fait, là, ce qui me frustrait un tout petit peu, c'est de me dire, ce savoir-là est fantastique, mais c'est un peu un savoir égoïste, c'est-à-dire j'apprends plein de choses sur la littérature, sur les auteurs, j'écris, mais c'est tout pour moi. Là, je contribue en rien à la société. Puis je sais pas, c'est un âge où je voulais servir à quelque chose, on va dire. Et donc, je décide d'aller me former en agriculture à cette période-là. Et donc, c'est à cette période-là que je commence à me dire, on a besoin des deux, on a besoin de culture et d'agriculture, on a besoin de nature et de culture en tout cas. Et donc, je retourne en France à cette période-là parce que je voulais étudier l'agriculture, une agriculture qui s'appelle l'agriculture biodynamique, qui est une agriculture assez particulière. Puis, il n'y avait pas de programme de formation en français en Amérique du Nord. Donc, je retourne en France pour 2-3 ans et c'est déjà un type d'agriculture où se posent des questions très philosophiques, souvent les agriculteurs en biodynamie sont très cultivés. C'est des gens vraiment qui lisent beaucoup, qui s'interrogent. Il y a tout un pan philosophique, voire ésotérique. C'est à discuter. Il y a des choses que j'adhère plus ou moins, mais en tout cas, ouais, je ne sais pas si vous connaissez un peu Oui, c'est une agriculture qui tient compte des cycles des lunes, des Ouais, voilà. saisons. Oui, c'est ça. Oh oui, c'est ça, c'est une agriculture déjà qui ressemble à l'agriculture biologique sur le principe de base, donc on essaie de ne pas avoir de pesticides ou d'intrants parce que ça va un petit peu plus loin aussi que l'agriculture biologique. Mais voilà, on prend en compte la Lune et d'autres planètes aussi. Mais il y a aussi toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est une ferme. Est-ce qu'une ferme une ferme doit être en relation étroite avec son milieu local. Donc il y a quand même toute une réflexion sur le territoire et des choses très intéressantes. Déjà, on va vers la culture un petit peu plus. Et donc, voilà, je fais ce diplôme. Donc, finalement, je sors de là en étant agricultrice, ce qui était assez inattendu dans mon parcours. Euh, et puis, voilà, là, c'est une période où je me dis, non, mais il faut que je réfléchisse sur ces questions parce que j'avais remarqué, en fait, je me disais, il y a tellement de parenté entre le poète, le l'écrivain, puis l'agriculteur, qui cherchent tous les deux à nourrir le monde, à contribuer. Ils nourrissent des choses essentielles en nous, notre cœur, notre spiritualité, notre corps, mais c'est des métiers très peu considérés finalement. On ne comprend pas là, ce qu'ils font exactement, puis on ne rétribue pas à leur juste manière ces travaux-là. C'est des métiers des fois, enfin, souvent subventionnés aussi. Donc, il y avait beaucoup de parenté dans le fonctionnement de ces métiers-là. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'y suis pas venue tout de suite, parce que ça a pris un temps de cheminement. Donc, je suis d'abord passée par la maîtrise, comme je l'expliquais tantôt,
où je m'intéressais à l'interdisciplinarité, mais j'allais déjà sur des frontières. Puis ensuite, au doc, j'ai ouvert ça vers de vraiment, On arrive, oui. quasiment, donc sur agriculture, littérature et musique. Oui, c'est ça. Et vous êtes spécialiste, ou tu es spécialiste en études de polyculture, élevage, chèvres, abeilles, petits fruits. Est-ce que tu peux dire quelques mots là-dessus? Bah, en fait, oui, l'école d'agriculture biodynamique, mon diplôme d'agricultrice, là, en fait, c'est justement l'inverse d'être spécialiste. C'est qu'on touche à tout. Et Mhm. donc, en fait, parce que souvent, quand on fait de l'agriculture, on va se spécialiser. Moi, je vais Oui, faire du laitier, bon, peu importe, oui. les vaches. Mhm. Mais dans l'agriculture biodynamique, il y a cette idée qu'une ferme, c'est un organisme agricole. C'est un corps, c'est comme un corps. Puis un corps, il doit avoir plusieurs parties, puis tout se nourrit. Donc, je fais du fromage. Quand tu fais du fromage, le déchet qui sort de ça, c'est le petit lait. On donne ça aux cochons. Les cochons adorent le petit lait. Les cochons vont fumer la terre. Sur la terre, j'ai cultivé mes légumes. Avec les légumes, je fais du compost, etc. Et tout est relié, interrelié. C'est vraiment, je trouve, c'est fascinant parce qu'on voit à quel point on est capable d'être autonome déjà au niveau alimentaire, puis à quel point tout sert à tout, puis tout, c'est un peu, bon, c'est un peu général comme réflexion, mais malgré tout, c'était ça, de voir l'interrelation entre chaque dimension. Oui, Et, voilà. Très, très, très intéressant. Et le profil est vraiment unique. Entre musique, littérature et agriculture, vous êtes vraiment unique, Laetitia. Le retour au Québec de cette spécialisation que vous faites en France, le retour au Québec fut comme une renaissance, car entre-temps, tu es devenue mère encore une fois, et tu décides de te lancer dans la périnatalité, l'accompagnement à la naissance. oui, donc ça, c'est des parcours parallèles, on va dire, à mon parcours universitaire. Donc, voilà, j'avais déjà une petite fille, je viens d'avoir un petit garçon, puis j'étais déjà en réalité accompagnante à la naissance. Ça, c'était une des études que j'avais fait au Québec avant mon départ. Mais je continue et je poursuis dans cette voie-là. Et puis, c'est une période où je me suis beaucoup formée en... Vous comprenez que je suis une passionnée de formation, hein, mais je me suis beaucoup formée en santé naturelle. Donc, j'ai fait des études en herboristerie sur les plantes Oui, médicinales. voilà. Ouais. Sur l'allaitement. Donc, j'ai continué l'accompagnement à la naissance. Puis, pour moi, ça peut paraître étrange parce que ça n'a pas forcément de rapport direct avec mon parcours universitaire. Quoique, justement, c'est là où le soin, l'idée du soin, l'idée de prendre soin de nos territoires personnels avant des territoires collectifs. Et là aussi, puis tout ce qui est la maternité, la fécondité, que les choses soient fertiles, soient porteuses. Donc, je pense que ça, effectivement, il y a quelque chose ici. Voilà. Et donc, tu t'es spécialisée en accompagnement de la naissance. Est-ce que tu as pratiqué aussi? Oui, donc c'est ça, l'accompagnement à la naissance. En fait, on appelle ça les doulas dans le milieu anglophone en général. Donc, c'est accompagner des familles qui vont donner naissance et puis être là en support pour les rassurer, répondre à leurs questions et surtout faire valoir leur propre choix. C'est-à-dire que l'accompagnante à la naissance n'est pas là pour dire bon, ben, faites ci ou faites ça. Hein. On est à l'écoute si le parent veut une naissance en hôpital parce que ça le rassure, on soutient cette démarche. Si c'est une naissance on soutient cette démarche. Donc, il n'y a pas l'accompagnante à la naissance est là pour accompagner. Mais c'est intéressant parce que c'est. Oui, je pense que c'est aussi une période où j'ai pris conscience euh, comment dire, ben encore une fois de l'incarnation, de l'importance du corps, parce que c'était très intéressant. Mais souvent, j'ai remarqué que les femmes très, très intellectuelles, des universitaires, des psychologues ou autres, étaient beaucoup dans leur tête, avaient de la misère à accoucher, à se laisser aller à l'accouchement. Tout à fait, tout à Ça fait. m'a vraiment frappée parce que c'est pas une critique du tout, hein. Puis moi-même, je suis une universitaire, mais c'est juste de s'apercevoir qu'on est dans un monde où on valorise énormément le savoir, les connaissances, même à l'école, puis encore plus en France. Hein. Quand j'en parle de France, moi, je trouve que c'est un pays où l'enseignement est presque exclusivement basé sur les savoirs et pas sur les savoir-être ou savoir-faire. Tout à Et fait, oui. je me suis dit, moi, en tant que chercheuse, je veux un équilibre absolument. Je veux être dans mon corps aussi, puis je vais savoir avoir le temps de prendre soin de mes amis, de moi, ce qui n'est pas toujours facile à faire, mais pas être juste dans les concours, les colloques, les publications. À un moment donné, c'est pas ça que je veux. Et c'est magnifique. Et je te félicite pour ce choix. C'est très bien. C'est très bien. Pourvu que plus
le plus de monde suive ta démarche. Et entre tout cela, tu continues, Laetitia, à écrire, notamment la poésie. Tu publies, tu as même eu une résidence d'écriture en Écosse et tu édifies en ce moment une maison d'édition, les éditions de l'Écume, axée notamment sur la poésie. Alors, Ouais, bah alors ça, c'est tout un... En fait, je dois dire que dans ce parcours d'écriture, je dois vraiment enfin, j'ai beaucoup de reconnaissance pour plein de gens qui m'ont permis de faire ça. D'abord, il y a mon compagnon parce que, évidemment, on dit que j'ai 3 enfants, donc vous imaginez 3 enfants avec les études à temps plein, tout ça, c'est très prenant. Lui a été vraiment soutien indéfectible pour que je puisse écrire quand je voulais déposer un concours ou quelque chose. Puis il y a aussi plusieurs professeurs, profs ou chargés de cours qui ont été vraiment des gens extraordinaires. Je dois mentionner Anne Pérouse en particulier, qui est une collègue, qui est une amie, une collègue que j'apprécie beaucoup, beaucoup, puis qui m'a beaucoup formée, aidée. Et donc, oui, je publie donc, là, à Arles-Sabor. Mais donc, encore une fois, ça tourne le petit hamster. Puis ce que je me rends compte, c'est que en regardant la chaîne du livre, c'est de me dire, c'est un peu triste que l'auteur qui est à la base du livre, lui, ne touche que 10% des revenus du livre. Je suis assez choquée de cette situation parce que sans lui, il n'y a pas de livre, mais c'est vraiment anecdotique, là, surtout en poésie, étant donné les volumes qui sont vendus. Donc, il y a cette idée dans un coin de ma tête de monter un jour une maison d'édition. Puis au fil des années, cette idée a pris de l'ampleur. Et quand j'étais en Écosse, justement, pendant ma résidence d'écriture, c'est là où vraiment je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose plutôt que de critiquer ou d'être un peu choquée de ce milieu d'édition. Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux contribuer? Ça se trouve, je vais me tromper aussi, puis moi, je vais faire comme les autres au final, hein. Je ne veux pas faire la plus maligne, mais j'essaye. Et puis je me disais, l'autre chose aussi, c'est que Québec, la ville de Québec où j'habite, enfin en tout cas à cette époque, j'habitais vraiment en temps plein à Québec, euh, c'est une ville littéraire de l'UNESCO. oui, Donc on a une reconnaissance internationale au niveau littéraire et on n'avait pas vraiment de maison d'édition de poésie. On a les éditions du Sablier, mais qui sont assez peu actifs à ma connaissance depuis les dernières années, mais on n'avait pas vraiment de maison reconnue. Toutes les maisons vont à Montréal, donc on est dans une logique de centralisation, comme en France, hein, toute l'édition est à Paris quasiment. Et je trouvais ça dommage parce que même des groupes, même des petites maisons intéressantes sont rachetées par des groupes, les sièges sociaux sont toujours à Montréal. Puis je me disais, non, il faut qu'on ait quelque chose à Québec. Donc, le 1er janvier 2020 est née l'Écume, voilà. euh, une maison qui va sortir son premier titre en mars 2021. Donc, vous voyez, voilà, c'est quand même assez long le processus. Hein. Donc, voilà, j'ai fait un appel à manuscrit et puis là, bon, j'ai plusieurs titres qui vont sortir à partir de ce moment-là. C'est un projet que j'aime beaucoup parce qu'aussi, il est vraiment relié au corps et au cycle. Encore une fois, on retrouve mon bagage en agriculture parce qu'on va sortir des livres à chaque équinoxe et solstice. Donc, au 21 mars, 21 juin, 21 septembre, 21 décembre. Donc, vous savez à l'avance la date de mes lancements pour toute la vie. Ça va toujours être aux équinoxes. Excellente idée. Excellente idée. Ouais. Ça permet de se reconnecter avec des journées particulières. Il se passe quelque chose ces journées-là, hein, on change d'énergie. Là. Soit on arrive sur la lumière qui revient, qui repart. Et donc, je me disais, on va essayer de faire des lancements originaux. C'est sûr qu'avec la COVID, ça complique un peu, mais Oui. vraiment en extérieur ou avec des choses un peu différentes de juste une flûte de vin. Où on va essayer de faire quelque chose de beau. Donc, Magnifique. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès avec cette belle nouvelle maison d'édition qui vient de voir le jour. C'est encore un bébé, mais je suis persuadée que vous saurez prendre soin de ce bébé, de ce nouveau bébé que vous avez. À présent, Laetitia, tu poursuis un doctorat sur mesure et j'aime beaucoup cette appellation de doctorat sur mesure. C'est bien pour toi. Un doctorat sur mesure en littérature, musique et agriculture à l'Université Laval, où tu étudies les rapports entre culture et agriculture. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta thèse, de ce que tu fais, de tes recherches? Oui. donc oui, déjà effectivement, comme tu le soulignais, Mirella, c'est
moi, je ne connaissais pas l'existence des doctorats sur mesure. Puis je me rappelle très bien avoir dit à une de mes bonnes amies, bon, moi, la maîtrise, ça me suffit. Là, je n'ai pas l'intention de passer des années à écrire des trucs que personne ne va lire et que ça va faire une thèse qui va être sur une tablette de bibliothèque, puis je n'ai pas envie de ça. Et puis elle me dit, mais tu sais, il existe des programmes sur mesure. Et donc, je me renseigne et j'aperçois qu'on peut en fait développer n'importe quel projet, même si ça ne rentre pas dans une faculté précise ou un département. On peut soumettre un projet. Et en plus, je me suis rendu compte que je pouvais faire une recherche-action. Et ça me plaisait. Parce que je me disais, bon, là, je vais un peu jumeler tout ce que je veux faire, parce que j'ai cet intérêt pour la théorie, mais je veux absolument contribuer, puis que ce soit des choses concrètes qui servent. C'est parfait pour moi. Et tout au long du cheminement qu'on vient d'évoquer, donc il y avait ces deux pôles, et puis je me disais, bon, moi, je vais étudier quels sont les apports de la culture au monde rural. Qu'est-ce que l'agriculture peut apporter à la création littéraire? Toutes ces questions-là d'échange, qu'est-ce que ces deux mondes-là peuvent se dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Surtout, étant donné que c'était deux pôles qui, pour moi, avaient vécu des grosses mutations puis des grosses crises après la Seconde Guerre mondiale. Pour moi, après la Seconde Guerre mondiale, l'agriculture s'industrialise vraiment nettement. On va vers une agriculture avec beaucoup de pesticides, beaucoup d'intrants, mondialisée, globalisée. Donc, il y a clairement une crise agricole et alimentaire par le même fait. Et puis, de l'autre côté, on a une culture aussi qui se mondialise, qui perd ses repères, qui a de la difficulté, des fois, les minorités culturelles ont de la difficulté. Donc, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose. Donc, ce programme me permet d'étudier ces questions-là. J'ai la chance d'avoir 3 directeurs, donc de 3 facultés différentes qui sont adorables, qui s'entendent bien. Enfin, j'ai vraiment de la chance parce que... Ben oui. Oui, je connais ça très bien. Mon doctorat ne s'appelait pas sur mesure, mais c'était toujours un doctorat atypique que j'avais fait à Concordia et j'avais aussi plusieurs directeurs de doctorat qui se sont très bien entendus entre eux et j'avoue que c'était important. Oui. Parce que ça peut être lourd. Par chance, ils sont vraiment super, chacun dans leur domaine. Et puis, donc, dans ce doc, en fait, je documente le phénomène agriculturel. Donc, l'agriculturel, c'est cette réunion de la culture et de l'agriculture qu'on observe donc de manière très concrète par exemple, des festivals qui sont organisés sur des fermes ou des agriculteurs qui ont comme deuxième métier, ils sont DJ, par exemple. Donc, je ressens des initiatives comme ça ou des situations comme ça. On observe ces mouvements de rapprochement depuis à peu près 25 ans, ouais, à peu près, surtout dans les milieux francophones, c'est ça qui me frappe. Et donc, moi, je fais un recensement de ce qui se passe au Québec. Quelles sont les initiatives qui existent, qui sont des initiatives agriculturelles? Comme ça, on va avoir une première base de données. Ça n'existait pas, donc j'ouvre la voie. Et puis, parallèlement à cette recherche, donc, je mène des actions agriculturelles. Donc, il y en a eu plusieurs. Et puis, j'essaye d'observer qu'est-ce que ça crée. Est-ce que ça augmente la dynamique des territoires ou est-ce que ça change rien? Est-ce que ça ramène de l'économie? Donc, oui, j'ai des présupposés. Puis, des fois, l'observation aussi me montre que c'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup de choses qui sont reliées à ça. Il y a le militantisme, donc il y a des aspects politiques aussi. Donc, voilà, je fais un premier débroussaillage. Je vous cacherai pas que, enfin, je te cacherai pas, Mirella, que c'est une thèse qui est longue et quand même compliquée à mener, surtout dans le contexte actuel. Donc, je ne m'attends pas. Là, je suis à ma 3e année, 4e année bientôt de doc et je n'ai pas fini. Je pense que j'en ai encore pour au moins une bonne année, donc 1 an et demi, peut-être 2 ans, parce que c'est long et puis je concilie ça avec mes autres projets et donc voilà. Ouais, bonne chance et prends ton temps. L'important, c'est de faire le chemin. Donc, l'important, c'est de ressentir que tu fais ce chemin. Ce que tu fais très bien d'ailleurs. Je me dis, je le fais aussi pour moi et pas juste pour un bout de papier ou un diplôme. Hein. C'est aussi quelque chose qui m'importe beaucoup parce que je rencontre des gens très intéressants, très différents, des gens qui se posent des questions. Puis c'est... Très bien. Et enfin, tu es aussi enseignante, auxiliaire d'enseignement en création littéraire et chargée de cours en agroéconomie. Alors là, on reviendra sur, parce que dans le contexte de cette série de causeries, de dialogues sur la discipline, sur le savoir, sur le savoir-faire, sur l'avenir,
le fait de pouvoir parler à quelqu'un qui enseigne deux disciplines aussi différentes, c'est aussi rare. Ben, alors ça, c'est moi j'adore enseigner. J'enseigne aussi l'accompagnement à la naissance et au niveau de l'heuristerie. Donc j'enseigne peu importe, on va dire, dans mes champs de compétences, j'enseigne. J'ai la chance de pouvoir le faire parce que justement avec mes 3 directeurs, j'ai des entrées dans plusieurs facultés, plusieurs départements. Donc j'ai beaucoup de chance. Après, c'est quelque chose, par exemple, qui n'est pas forcément systématique. Donc cette session, par exemple, j'ai pas de charge de cours ou d'auxiliariat. Ça faisait quand même plusieurs années que j'en avais presque à chaque session. Mais c'est un aspect qui, pour moi, est essentiel parce que je me rends compte que des gens, des profs, des fois, sont très, très, très bons et ils connaissent beaucoup de choses dans leur domaine, mais ils ne sont pas capables de transmettre ou peu capables de transmettre. Et à mon sens, c'est une des crises que vit le milieu de l'enseignement en général, hein, pas universitaire. Mais c'est que, en fait, on oublie que la pédagogie ou la capacité à transmettre est un fondement essentiel parce que on a beau avoir des bonnes connaissances, si on ne peut pas les donner, le résultat, c'est que la personne qui apprend va pas être intéressée, va pas être passionnée par le sujet, va pas en retirer grand-chose. Donc, moi, je me suis beaucoup attachée, puis encore une fois, je remercie Anne Pérouse, à imaginer des cours qui sont interactifs, vivants, où il y a des activités originales, où je mobilise le corps, on mobilise beaucoup de choses, on va en extérieur. Puis ça, c'est pas juste pour faire du mouvement, là, puis c'est vraiment parce que ça mobilise différents types d'intelligence. Ouais, c'est ça, ça vient chercher. On n'est pas tous pareils, puis il y en a qui sont très intellectuels, il y en a qui vont avoir besoin de bouger pour apprendre ou en tout cas d'observer les choses sous un angle différent. Donc, dans les cours que j'ai donnés dans ces deux facultés-là, faculté des lettres et faculté des sciences de l'agriculture, j'ai essayé de faire des choses assez interactives. Je crois que ça a pas mal fonctionné, surtout au niveau de la création littéraire. Et puis, oui, c'est une grande passion, là, l'enseignement. C'est vraiment quelque chose que j'adore. J'aime bien, oui. Je suis impressionnée par tant de traversées. La culture se prolonge dans la nature, qui à son tour se fait culture même. Tu parles de la phénoménologie, entre autres. Alors, de la musique, le chant lyrique, opéra, instruments, chœur, à l'herboristerie, à l'agriculture, l'élevage des chèvres, à la fabrication du fromage, pour arriver finalement de manière très socratique à la périnatalité, c'est-à-dire l'accompagnement à la naissance, et de là à l'accompagnement de la naissance du savoir comme enseignante, le tout sur le fond de cette poésie qui brûle constamment au fond de toi. Il faut reconnaître que le chemin n'est pas du tout des plus habituels. Je suis fascinée par tous ces territoires qui ont connu tes pas et je devrais te demander quel est le lien que tu opères entre eux ou que tu permets de s'opérer à travers toi. Pardon. Mais je ne céderai pas à cette tentation. Je voudrais plutôt parler de ton parcours sous le signe de la multiplicité. La multiplicité qui me semble très appropriée et j'ai envie donc de dire avec, entre autres, Bergson, Deleuze, que la multiplicité ne doit pas nécessairement être vue comme une combinaison de multiples et de un, mais comme une organisation propre aux multiples en tant que telle, qui n'a nullement besoin d'unité pour former un système. Et c'est ainsi que je comprends, grâce à toi, le devenir comme une multiplicité de connexions. Partant d'un point singulier, arraché à une multiplicité, tu arrives au voisinage d'un autre point singulier à partir duquel tu continues le mouvement. C'est ce que Deleuze nomme d'ailleurs la déterritorialisation. Devenir, c'est donc une série de déterritorialisations et certes implicitement de réterritorialisation que tu incarnes de manière admirable. Alors, le territoire se forge en fonction de l'expérience. C'est l'expérience qui permet l'expression d'un territoire et non pas inversement. C'est pour cela que je te disais tantôt, c'est important de faire l'expérience, de ressentir que tu fais chemin. Le territoire implique une spatialité, mais une spatialité qui
n'est pas nécessairement géographique. Dans ton cas, elle est aussi géographique, mais pas nécessairement. La valeur du territoire est principalement existentielle. Il désigne pour chacun, chacune, autant le domaine du familier, c'est-à-dire du connu, qui protège du chaos, tout comme il ouvre vers des lignes de fuite, vers des lignes d'expérience. Autrement dit, tu ne traverses pas de territoire, tu les crées, tu les formes en traversant. Et ton cas, Laetitia, nous permet peut-être de comprendre le mieux que l'illusion est du côté disciplinaire, du territoire qui est rangé, qui est fini, et que le réel est du côté de l'humain, qui lui seul demeure en puissance de créer. Tu ne traverses donc pas de territoire, tu les crées, tu les formes. En traversant des singularités, tu crées une multiplicité qui est unique, à ta façon. Laetitia, j'aimerais te demander où situes-tu ton centre de gravité? Quelles fusions se font en lui? Car c'est dans ce sens de la fusion que j'aimerais tenter d'explorer ton expérience dite interdisciplinaire, mais le terme interdisciplinaire est vraiment appauvri et démuni ici. Donc, où situes-tu ton centre de gravité? C'est une très, très bonne question. C'est une question difficile à répondre. J'aime tout ce que tu viens d'expliquer parce que je crois que ce que tu amenais sur la déterritorialisation est vraiment central, même j'allais dire pour le savoir et pour la science. C'est-à-dire que des fois, j'ai peur quand j'entends les discours ambiants qu'on aille vers une science qui est sûre d'elle-même et qui ne se remet pas en question, qui ne se met pas en danger. C'est-à-dire, Nous en sommes là. oui. Voilà, quand on va vers quelque chose de nouveau, hop, on bloque, on fige, on ne veut pas savoir. Moi, j'ai l'impression que dans mon parcours, en fait, je ne sais pas si c'est ça mon centre de gravité, mais je vais répondre avec deux volets dans le fond. J'ai l'impression qu'il y a le fait de se mettre en vulnérabilité et d'accepter d'être vulnérable, d'accepter de ne pas savoir, d'accepter de se mettre en danger. Et donc, perpétuellement, je me remets dans des champs, dans des nouveaux champs de connaissances que je ne connais pas moi, pour apprendre des nouvelles choses, parce que ça me permet de changer ma vision du monde, puis de me dire, OK, là, je ne sais pas, je dois être en humilité, j'écoute, on m'apprend. Et petit à petit, c'est le deuxième volet qui émerge, c'est le lien. Et je pense que finalement, c'est ça mon centre de gravité, puis c'est ça le territoire que je crée. Moi, quelque part, je suis une immigrante aussi ici. Chaque fois, je me mets en danger quelque part. Mais le territoire qu'on trouve, c'est notre. Tu parlais de l'existentialisme, c'est ça, c'est de se connaître soi-même. Et pour se connaître soi-même, il faut se confronter à du danger, à de l'inconnu, à des voyages, à des choses qui nous mettent en péril et qui vont nous apprendre à finalement comment je réagis, comment j'apprends, comment j'interagis avec les autres. Donc, pour moi, ce qui fait le lien, c'est ce goût pour le lien. C'est justement, j'aime que les gens communiquent entre eux, j'aime communiquer avec les gens, j'aime que des mondes différents se parlent. J'ai aimé aller voir mes agriculteurs et leur faire des ateliers de poésie. J'aime inviter des agriculteurs à lire dans des spectacles. J'aime bousculer nos cases, nos silos, parce que je pense que, d'une part, humainement, on en a besoin, parce que plus on se crée des silos et plus émergent des conflits et des guerres et tout ce qu'on veut, des frontières en tout cas, et plus on discute ensemble, plus on ouvre nos perspectives. Et donc, on a terriblement besoin de ces liens. Et donc, pour moi, le centre de gravité, c'est ça, c'est de retourner à la source. Pourquoi on veut... Puis d'ailleurs, les enjeux actuels ont absolument de plus en plus besoin de gens qui pensent l'intersectorialité, l'interdisciplinarité, mais on a besoin de se reconnecter à pourquoi on veut ce savoir à la base. Pourquoi on veut des universités, pourquoi on veut des chercheurs? C'est parce qu'on veut contribuer au monde, on veut connaître le monde, on veut améliorer le monde, puis on perd cet objectif-là. On en vient à être désagréable parce qu'on est trop fatigué, parce qu'on enchaîne colloque sur publication, sur enseignement, mais on oublie qu'à la base, un chercheur, c'est là pour faire du bien aux autres personnes, puis à lui-même, puis au monde. Et je crois que moi, mon centre de gravité, c'est ça, tu parlais de penser, mais personne ne l'avait résumé comme ça, puis tu as vraiment mis le doigt dessus, penser avec un A. C'est-à-dire penser et en même temps qu'on se soigne tous ensemble de nos problèmes, de nos névroses, puis aussi qu'on crée des belles choses, parce que je ne veux pas toujours voir les choses sous l'angle négatif. Au contraire,
l'agriculturel est une preuve de l'inverse, c'est une preuve que il y a des belles choses qui se passent, des belles réunions. Donc, je crois que tu as raison. Peut-être le centre de gravité, ça serait ce mouvement de pensée avec un A. Ouais. Merci. En t'écoutant, je me rends compte que tu dois croiser beaucoup de monde dans tes voyages, dans ces multiples territoires que tu crées. Je voudrais me permettre de te poser une question supplémentaire. Es-tu seule dans cette vie, Laetitia? Es-tu seule avec les autres? Est-ce que la solitude, un sort de centrage de et sur son soi, sur ton soi, est-ce que cette solitude est nécessaire pour demeurer ancré quand on a un parcours de vie comme le tien, pour ne pas te disperser trop, te fragmenter ou céder à ces tentations, comme tu disais tantôt, de ne faire que des colloques et enchaîner que des publications que personne ne lit? C'est un petit peu caricaturé, je m'en excuse. C'est mon côté caricature. C'est une bonne question. Je pense que oui, il y a des périodes où je me mets terriblement seule. Parce que, encore une fois, il y a la question de la mise en danger, enfin de se mettre en danger, se mettre en péril. On ne peut pas se connaître soi-même si on n'expérimente pas une forme de solitude, je pense. Pour plein de raisons, notamment parce qu'on pourrait se faire influencer par... Mais ça ne veut pas dire d'être seul factuellement. C'est-à-dire, moi, dans ma vie quotidienne, au contraire, je parle de lien. C'est le lien humain. Les gens, j'aime les gens m'intéressent dans tous mes différents cercles, mes cercles de mamans qui font l'école à la maison, mes cercles de chercheurs, chercheuses, mes amis artistes, mes voisins agriculteurs. J'ai plein de cercles différents, mais tellement différents. Dans une même journée, j'aurais tué un lapin pour la viande que j'aurais mis dans le congélateur. J'ai fait des maths avec ma fille d'école à la maison. Ensuite, je file à l'université parce que j'ai une présentation où j'enseigne. Et le soir, j'écris jusqu'à 1h du matin. C'est ma même journée. J'ai mis différentes bottes cette journée-là, différents chapeaux. Et donc, oui, il y a une solitude parce que forcément nécessaire, mais en même temps, il y a tellement de liens et tellement de richesses. Puis, c'est un peu bon, cliché comme réponse, mais je pense qu'on a besoin des deux. Clairement, il va falloir passer d'abord par une solitude assez profonde où on va chercher très, très loin en nous pour ensuite être capable d'être réellement en lien. C'est-à-dire que, lien, je te parlais de ça avant l'entrevue, d'avoir des entrevues très très rapides où on fait semblant d'être en lien, il y a beaucoup de com, on est à la radio, d'accord, oui, oui, haha, on n'écoute pas réellement ce qui est dit, il n'y a pas de réel échange, d'échange approfondi, il y a besoin d'une lenteur et on a besoin de prendre le temps, nous, en tout cas dans ces entrevues, tu nous laisses le temps, je trouve, donc la solitude, eh bien oui, elle est là et elle n'est pas négative, c'est-à-dire que moi, j'ai longtemps vu la solitude comme quelque chose de négatif et je me suis rendu compte qu'il y avait une richesse et que maintenant, je peux être beaucoup plus en lien réel avec les autres parce que j'ai vécu ces périodes de solitude. Elle est nécessaire. Merci, merci beaucoup, Laetitia. À travers tout ce que tu fais et surtout à travers le fait que tu ne permets pas aux différents plans de vie, comme tu dis, plusieurs bottes, plusieurs chapeaux, que plusieurs plans de vie que tu as traversés ou que tu continues de traverser, de te dissocier, mais bien au contraire, tu les maintiens en une parfaite complémentarité. Par tout cela, tu nous permets de comprendre que dans le monde du savoir aujourd'hui, il est grand temps de passer de convaincre à faire connaître. Et connaître, co-naître. Il est grand temps de renoncer, comme tu l'as dit très bien, de renoncer à la guerre et à la mort qui lui est associée pour entrer dans le temps de la paix, de la naissance d'un savoir nouveau. Il est grand temps de renoncer à cet idéal faux et faussaire de vouloir sans cesse se faire reconnaître pour se contenter de faire connaître une vie nouvelle de savoir. Dit autrement, il est grand temps de vivre à nouveau de la terre, mais pas pour la défendre, pour la laisser nous apprendre, nous cultiver, nous fournir. Qu'est-ce que la terre, le terroir, t'apprend dans cet acte de faire parole, qui est pour toi à la fois une expression poétique et en même temps une affirmation scientifique? Qu'est-ce que tu pourrais dire dessus?
Ah, c'est vraiment intéressant l'angle que tu proposes parce que c'est rare qu'on entende ça. On est beaucoup dans nous, qu'est-ce qu'on fait sur la terre et comment. D'ailleurs, on parle d'exploitants agricoles ou de. C'est quand même assez fou les mots qu'on utilise. Alors que je crois qu'effectivement, on a beaucoup à apprendre, nous, par l'observation, puis par l'expérimentation. Puis d'ailleurs, j'aimais beaucoup mieux le mot de paysan. Le mot paysan a été beaucoup méprisé, mais le paysan, c'est celui qui fait le pays, qui s'inscrit dans le paysage et qui est défini par son pays, et pas l'exploitant agricole qui vient tirer les ressources. Donc, juste dans la façon qu'on a de s'exprimer, déjà, on sent qu'il y a eu un changement. Euh, bah, je vais peut-être me retourner à des expériences très concrètes puis très personnelles parce que je ne peux pas vraiment faire autrement. Moi, la terre est une source, la nature et les activités agricoles sont une source infinie d'apprentissage. Euh, de toutes sortes. Il y a une poésie aux couleurs, aux formes, notamment avec le volet herboristerie où je cultive des plantes médicinales. Je crois que c'est cet aspect-là en particulier qui m'a fait prendre conscience de la complexité et à la fois qui m'a ébloui par la diversité. Quand on parle de diversité culturelle, euh, on voit chaque plante médicinale a sa couleur, a sa forme, a ses propriétés médicinales, et puis elles sont toutes là dans ce paysage. C'est absolument fascinant. Puis de voir que tout est là sous nos pieds. On est malade. Moi, écoute, ça fait. C'est ça, mais ma fille a 11 ans. Mes enfants, je les ai exclusivement soignés avec des plantes médicinales. Ils n'ont jamais eu d'antibiotiques, de médicaments, quoi que ce soit. Et je dis pas ça, je suis très chanceuse, hein, je dis pas ça pour dire que autrement ça serait compliqué, mais je touche du bois. J'ai pu le faire, heureusement. Et c'est quand même fascinant de se dire que tout est là dans le jardin pour soigner les maux qui peuvent arriver. Ou il y a tellement. En fait, ce que ça m'apprend, c'est l'abondance. Puis je pense que c'est ça qui rejoint la parole, c'est de me rendre compte que la poésie, l'écriture, c'est un geste créateur. Tu parlais de élever, cultiver. Ben pour moi, c'est ça. Élever, cultiver, nourrir. On élève un animal. On élève un enfant. Quand on élève réellement un animal, on en prend soin et on l'emmène au meilleur de lui. Et un enfant, c'est la même chose. Et quand on s'élève soi-même, c'est ça. Donc, il y a dans l'agriculture, il y a un geste très noble, très d'élévation, puis de faire de faire monter le meilleur de nous et en nous. Et donc, cette source intarissable dans la parole qui est là également, quand on écrit, on crée une nouvelle réalité. En poésie davantage, en plus avec les images poétiques, où on a des réalités qui s'entrechoquent puis qui font des éclats fantastiques, où on crée des illuminations, des choses fantastiques. Et c'est la même chose avec l'agriculture, c'est fascinant. C'est fascinant. Moi, ici, à Nouaison, qui est un organisme que j'ai cofondé avec mon compagnon, on accueille des artistes tout l'été. Ils viennent créer ici, puis ils participent au jardin. Puis on regarde, quand ils sont venus en juin, puis en septembre, la différence, l'abondance, les légumes, les fleurs, tout est là, puis tout a été fait collectivement. Et c'est tellement... Moi, c'est ça, c'est que je suis fascinée par le bon que ça nous fait, le bien que ça nous fait. Et je crois qu'on est terriblement en manque de ça. On est en manque de repères, puis les cycles naturels nous y ramènent. Quand le soleil se couche, le soleil se couche, puis les poules, elles rentrent, puis elles ne se posent pas plus de questions, elles vont se coucher, elles dorment. Et ça nous ramène à quelque chose de très pur et très, très facile. Et puis en même temps, on a besoin aussi de cette beauté, de cette abondance, au lieu de ressasser sans cesse dans les médias, dans les mauvaises nouvelles qui sont là, puis oui, il faut les connaître, mais on a tellement besoin de se faire du bien. Puis je pense que c'est ça, dans ces activités qui jumellent culture et agriculture, c'est aussi ça que j'essaie de voir, c'est tout ce qui émerge de ces mariages-là. D'accord. Peut-être tu veux parler un petit peu de l'endroit où se trouve ce centre que tu as cofondé avec ton compagnon et où tu reçois des artistes en résidence. Oui, donc ça se situe à Scott, en Beauce. Donc c'est à 20 minutes des ponts de Québec. Donc c'est un ancien presbytère qu'on a racheté et puis dans ce lieu-là, on accueille des artistes qui viennent créer pour des périodes entre 5 et 12 jours. On a déjà reçu plus de 25 artistes dans 2 ans et il y a plein de projets qui jumellent culture et agriculture. Donc, c'est vraiment un lieu où je concrétise certaines choses de mon doctorat
Et c'est chouette parce que, encore une fois, l'apport de chaque artiste, de chaque passant qui vient ou des personnes qui viennent assister aux sorties de résidence ou aux événements, nous permet vraiment de réfléchir à ces questions-là. Et pour moi, c'est aussi ça quand le chercheur s'inscrit dans sa communauté, c'est de ne pas juste partir avec ses présupposés de recherche, mais d'ajuster. Donc, en faisant cette action qui fait partie de mes recherches-actions, eh bien, j'observe des choses et donc je réajuste mes questions de recherche. Et donc, il y a vraiment un dialogue entre le terrain et la théorie. Et donc, je peux avancer comme ça, un peu à tâtons, un peu comme le bébé qui naît, qui visse sa tête dans le canal pour sortir. C'est un petit peu ça, c'est une avancée qui se fait pas forcément sans heurts, pas forcément de manière rapide ou fluide, mais qui se fait quand même et qui y a un cheminement. Donc, j'aime beaucoup ce mouvement-là. Puis, Noaison donc, nous permet de vivre ça. Donc, c'est un lieu dont j'invite tous ceux qui peuvent ou qui voudront venir faire un tour. C'est dans le cœur de Scott, vous ne pouvez pas le rater, c'est juste à côté de l'église. C'est une très belle région aussi. Oui, très intéressant. Laetitia, tu fais à présent un exercice précieux dans et pour la transmission du savoir. Je l'ai fait à mon tour et à mon temps, mais pas comme toi. Tu es à la fois de deux côtés. Tu es étudiante au doctorat et enseignante universitaire en deux disciplines. À moi, cet exercice m'a permis de comprendre que nous ne sommes jamais dans une position d'autorité, c'est-à-dire pour nous permettre à nous fier à nous-mêmes lorsqu'on est au contact du savoir. En fait, on peut même aller plus loin et nous demander si nous sommes vraiment au contact du savoir ou plutôt au contact des connaissances. Nous sommes toujours en position de recevoir du savoir ou des connaissances, donc une position d'influence, d'impuissance et de dépersonnalisation. Nous sommes en position de réflexion de savoir et non pas d'émission de savoir. Tu enseignes deux cours de création littéraire depuis une discipline et depuis son département, et puis tu enseignes aussi un autre cours en agroéconomie depuis une autre discipline et son autre département. Alors, dans notre monde contemporain, très souvent, il est difficile de déterritorialiser des professeurs d'une discipline pour les faire visiter une discipline voisine dans le cadre du même champ du savoir, par exemple humanité. J'aimerais te demander, toi, comment tu fais pour sauter avec aussi grande facilité des humanités aux sciences? Comment fonctionne ta pensée sur les deux plans aussi différents? Comment l'artiste, la musicienne, la poète Laetitia s'adresse-t-elle à ses étudiants en agroéconomie? Et inversement, comment l'herboriste, la spécialiste en culture d'élevage, s'adresse-t-elle aux poètes et aux artistes? Et finalement, tu l'as un petit peu touché, mais peut-être que tu veux développer, comment l'étudiant au doctorat s'inspire-t-elle de l'enseignement et inversement? Alors, en fait, il y a une chose que tu as dit dans ta question que pour moi, tu disais comment fais-tu pour sauter avec autant de facilité? Ben déjà, non. Justement, ça n'est pas facile. Et c'est là, je pense, c'est là que c'est ce que les gens ne voient pas forcément. Puis qu'il faut, ici, je vais être honnête dans cet entretien. Bon, déjà, première chose, je veux dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses. Là, tu présentes mon parcours aujourd'hui, puis je suis loin d'être une exception, je pense, parce que quand tu te mets à parler avec les gens, tu t'aperçois que les gens font beaucoup de choses. Puis ils s'en vendent pas forcément ou ils sont pas forcément membres de groupes de recherche qui peuvent le faire valoir ou quoi. Mais des fois, c'est surprenant comme les gens peuvent être poly-tout, polymorphes, donc, moi, il n'y a pas de facilité et justement, c'est un des grands défis, c'est que c'est souvent le grand écart et c'est souvent très inconfortable. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de remise en question. Par exemple, tu parlais du cours d'agroéconomie. J'en ai pas eu, par exemple, cette session de charge de cours, mais quand j'ai eu ma charge de cours, c'était pas facile et j'ai fait des erreurs d'enseignement. C'est pas toujours fluide et c'est pas toujours... parce que justement, je ne suis pas une spécialiste de aucune de ces choses. Si j'avais passé toute ma vie à faire du chant d'opéra, je serais une vraie chanteuse d'opéra. Alors que là, ben oui, j'ai fait un peu de chant d'opéra. Je suis capable de chanter de l'opéra, puis ceux qui m'ont vu au mois de la poésie l'année passée, ils peuvent le dire, mais je suis pas une chanteuse d'opéra. Et pareil pour l'herboristerie, je suis une bonne herboriste, mais je suis pas une excellente herboriste parce que je n'ai pas consacré l'entièreté de mon temps à une chose. Donc,
il y a pas cette notion de facilité. Par contre, ce que je peux apporter, c'est justement des liens. Donc, quand je fais de l'agriculture, entre parenthèses, d'ailleurs, les cours que je donnais, pour moi, relèvent plus des sciences humaines que des sciences pures, parce que l'économie, on est quand même sur des compréhensions d'enjeux, justement, le territoire, le paysage, l'économie, comment les projets s'intègrent de manière globale, de manière, comment on dit, donc le terme m'échappe, mais comment ces projets-là sont vraiment ont multifacettes, ont différents aspects, puis de manière intégrée voilà, dans le paysage. Donc, c'était pas un si grand écart que ça, et c'en est un quand même, mais ça me place, voilà, c'est pas évident. Par contre, j'apporte un éclairage justement peut-être plus symbolique parfois. Justement, quand je parle de paysage ou de territoire en agriculture, si j'ai ma vision aussi d'écrivaine puis de passionnée de littérature, je peux apporter ce que c'est le territoire aussi de manière plus symbolique. Et ça sert, c'est-à-dire que, parce que quelque part, les gens qui vivent sur des territoires où se passent des initiatives de développement ou de ils ont, eux, en eux, des choses très intimes, très personnelles, très familiales. Donc, ça rejoint la littérature. La littérature s'intéresse à l'être humain. Donc, c'est des choses qui doivent dialoguer. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas plus de gens comme moi qui soient sollicités par plusieurs facultés. Parce que ça serait passionnant d'avoir quelqu'un qui est un prof d'architecture qui vient donner des cours peut-être en théologie. Il peut y avoir des liens. Ça ne paraît pas comme ça, mais il peut y avoir des liens. Et je pense que cette transversalité, on le voit un petit peu, les fonds de recherche québécois ou canadiens commencent à faire des initiatives. Là, je pense au programme Audace du Fonds de recherche du Québec, qui essaye de jumeler des gens de plein de disciplines. Et je crois que c'est clair qu'il faut qu'on aille vers ça parce qu'on ouvre, on va ouvrir des portes. C'est très difficile sur le terrain de l'enseignement. Peut-être qu'en recherche, c'est un peu moins difficile de jumeler comme ça les disciplines, mais au niveau de l'enseignement, c'est vraiment difficile parce qu'on se heurte de la réalité du système, de ce que moi j'ai appelé la matrice, et de ces tentacules administratifs pour faire transférer un professeur et lui permettre d'enseigner d'un département à l'autre. Il y a énormément de problèmes derrière, d'ordre administratif qui ne sont pas encore dépassés pour permettre justement transversalité au niveau de l'enseignement. Oui. Tu as raison, c'est vrai parce qu'il y a une lourdeur bureaucratique. Puis je veux juste rebondir rapidement sur un petit point que tu as mentionné qui est super important parce que quelque part, c'est parce qu'on conçoit encore l'enseignement comme le professeur sait et va aller déverser son savoir dans le cerveau de l'étudiant ou de l'élève. Alors que pour moi, des fois, peu importe à la limite ce que tu sais, il faut que tu sois capable de soutenir l'enfant, l'étudiant, l'élève dans sa capacité à apprendre par lui-même. En tout cas, aller chercher les bonnes ressources ou être là en support. Puis ça, c'est autre chose. Et on le voit en faisant l'école maison. Souvent, les gens pensent qu'il faut qu'on sache tout pour apprendre à nos enfants. Non, il y a des mamans qui n'ont aucune instruction puis qui sont de très bonnes accompagnantes pour l'école maison parce qu'elles sont capables de soutenir le processus d'apprentissage. Oui, et cela fait écho à ce que tu viens de dire sur être bon en quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est être bon? Je ne suis pas une bonne herboriste ou je ne suis pas un bon prof. Mais qu'est-ce que c'est être bon? Parce que de nos jours, la discipline ou l'idée de se spécialiser ou d'être spécialiste en quelque chose signifie quelque chose de très limité, signifie passer beaucoup de temps sur cela. Mais c'est vraiment pas nécessairement cela. On peut avoir des gens qui ont passé beaucoup de temps dans un domaine et qui ne sont pas du tout bons. Donc peut-être que cette idée de qu'est-ce que c'est être bon va être révisitée aussi de nos jours à une époque où on aimerait ouvrir les frontières et traverser davantage et faire traverser les autres davantage. Finalement, comme tu dis, oui. Oui, excuse-moi, je ne voulais pas te couper, mais tu as complètement raison, parce qu'en plus, on parlait d'un monde de plus en plus globalisé, mondialisé, où il y a des circulations de culture, d'échanges, et en fait, au contraire, moins on sera spécialisé, plus on prendra du recul, on sera capable de comprendre. C'est comme en médecine, si tu te focalises sur un symptôme, mais que tu ne peux pas prendre le recul pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps globalement, eh ben, tu manques quelque chose. Et quelque part, oui, c'est vrai, tu as raison, ça veut rien dire. Être bon, en fait, il y a tellement d'aspects. On peut être bon relationnel, on peut être bon dans la compréhension, puis encore là, ça se mesure comment?
Oui, et puis c'est ça. Puis encore une fois, c'est de mettre en relation, c'est-à-dire, euh, bon là, je vous ennuie peut-être avec mon histoire d'école maison, mais c'est parce que pour moi, c'est un lien avec notre discussion. Mais bah, pour moi, c'est de mettre les enfants en lien avec le plus de personnes possibles, différentes, de cultures différentes. Là, vous imaginez les artistes qui passent, qui rencontrent les enfants, des artistes de tout bord, tout pays, toute discipline, qui apportent chacun leur vision du monde. C'est une richesse pour moi. Puis je pense que c'est ça aussi que je recherche dans ce parcours, quand je vais à des colloques d'agriculture, puis ensuite je suis bon, je me trouve dans un colloque de littérature, puis des fois je me dis, oh mon Dieu, je sais rien. Mais c'est pas grave parce que j'apprends et je continue et je persévère. Et puis c'est ça aussi le savoir, ouais. En tout cas, il y a quelque chose qui, en nous, petit à petit, se construit, se solidifie. Puis c'est beau aussi d'accepter qu'on n'est pas tout le temps solide, tout le temps sûr de nous. Puis Absolument. d'ailleurs, la science a progressé beaucoup par le doute, par se poser des questions. Et je crois que c'est ça aussi que la science aujourd'hui, il y a un malaise parce que on va que vers des choses qui sont, en tout cas souvent, on va vers des choses qui sont sûres. On ne veut pas trop aller dans des il y a des financements en jeu, il y a plein de choses qui sont en jeu. Et malheureusement, on passe à côté de certaines choses, je crois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a quelque chose de gracieux dans ta vie, Laetitia, quelque chose qui aspire sans cesse à l'harmonie. C'est comme un pattern qui te compose, qui laboure ta propre terre et te fait devenir sans cesse, en toute élégance, toi, la chanteuse lyrique, la poète, parmi les fleurs qui soignent, sur une terre nourricière, bénie d'animaux, en accueillant des nouveau-nés et en faisant naître le savoir dans d'autres. C'est presque mythique, biblique. Alors, puis-je te demander quel sera le monde suivant qui t'accueillera? Car je sais que tu ne t'arrêteras pas. Quel est ton intérêt caché en ce moment? Ouais, ouais, je crois qu'effectivement, je vais toujours apprendre des nouvelles choses. Je vous ai dit que j'étais une passionnée de formation. Euh, En ce moment, je suis en train de suivre une formation en massothérapie Ah bon, voilà. parce que ça complète bien les outils que j'ai déjà pour accompagner les personnes malades qui viennent me consulter avec les plantes médicinales et autres. Donc oui, il y a la massothérapie. J'avoue que je ne sais pas trop ce qu'il y a devant moi. Euh, j'ai du mal à répondre à cette question. C'est un petit peu l'inconnu aussi par rapport au doctorat parce que faire un doctorat comme ça, un doctorat sur mesure, Mhm. c'est un peu se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que Ouais. je serai Oui et jamais non. Oui et spécialiste. Oui et non, exact. Je serai jamais une spécialiste de l'un ou de l'une ou de l'autre de mes disciplines. Donc, non. ça va être Heureusement. pour moi, Heureusement. d'université, de trouver un poste de littérature, ben, j'aurais pas tout à fait le profil et puis pareil dans les autres. Mais en même temps, je crois à la transformation de nos institutions. Je pense qu'il y a des enjeux qui vont être où on va avoir besoin de gens qui font du lien, qui sont capables de faire du lien. Donc, j'espère. Mais c'est vrai que c'est un petit peu l'inconnu en face de moi. Je ne sais pas ce qui m'attend. On va avoir de plus en plus besoin de ce genre d'esprit qui sont capables de faire le lien et qui ont pris le risque de faire des doctorats comme le tien. Laetitia, Kierkegaard, qui est un de mes philosophes préférés, disait: j'ai eu les meilleures idées en marchant. Je ne connais aucune idée qui serait oppressante au point de ne pas s'en défaire en marchant. Toi, tu faisais tantôt référence au besoin de bouger lorsqu'on apprend. C'est une technique très, très vieille. Les Grecs la faisaient souvent dans leur lycée, dans leur colloque. Mais cette idée d'être en marche, moi, je voudrais la relier au sujet de l'avenir du savoir. À quoi rêve une telle personne comme toi, qui n'a jamais cessé de marcher, qui n'a jamais été intéressée de se fixer, de se figer, de s'immobiliser dans un savoir plus ou moins confortable et rassurant? On a l'impression que tu es venu au monde pour le parcourir sans fatigue à tous les niveaux, matériel, imaginaire. Grâce à ton potentiel de voir et de vivre le monde ainsi, j'aimerais avoir ta parole quant à l'avenir du savoir. Qu'est-ce que tu en penses?
C'est sûr que moi, j'aimerais qu'on aille vers des collaborations. Puis, en fait, il y a deux choses. J'aimerais qu'il y ait plus de lenteur, c'est-à-dire qu'on permette aux gens qui étudient, aux chercheurs, de prendre le temps au lieu de rechercher la performance et la publication à tout prix. Puis c'est valable aussi chez les écrivains. Un écrivain qui ne publie pas au moins tous les 3-4 ans, bon, on commence à attendre le prochain livre, puis qu'est-ce qu'il fabrique? Bon, il y a un petit peu ça. C'est dommage parce que ça presse, ça met de la pression au détriment peut-être des fois de la qualité. Pas chez tout le monde, il y a des écrivains qui sont fantastiques, qui sont à la fois prolifiques mais en même temps, je trouve qu'on a besoin de lenteur. Donc, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on réfléchisse. Est-ce que les programmes de bourse peuvent s'étendre sur plus longtemps? Est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait des interruptions dans les parcours au lieu de mettre donc, des interruptions qui peuvent être longues, qui peuvent permettre d'autres formations complémentaires? Est-ce qu'on peut aussi permettre une plus grande perméabilité entre les programmes d'études? C'est-à-dire, si j'étudie en génie civil, est-ce que je peux prendre plus que 2 cours à option, mais aller chercher vraiment un autre bagage, une autre discipline, ça va peut-être nourrir mes idées puis mes projets de recherche. Donc, j'ai l'impression qu'on devrait aller vers une plus grande souplesse. Et puis, le troisième point, ça se fait déjà, mais c'est d'encourager encore davantage la décentralisation du savoir de manière très concrète déjà qu'il y ait des groupes de recherche ou des instituts qui se mettent en région, qui se mettent dans des zones rurales, qui se mettent dans des petites municipalités, qu'on décentralise tout ça pour que ça bouge, que ça circule, qu'il y ait des colloques, tiens, en Beauce, tenez, venez en Beauce, venez faire un colloque ici, si on parle d'agriculture. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que des fois, il y a des colloques où on invite des agriculteurs, par exemple, à participer, mais ils font ça à la période des semis. Alors, il n'y a aucun agriculteur qui vient parce qu'ils ne sont pas reliés au concret du milieu et du métier. Donc, il faut intégrer des gens qui sont de l'extérieur du milieu académique, qui, eux, ont l'expérience du terrain et qui vont enrichir les chercheurs, qui vont les aider à chercher, puis vice-versa. Les chercheurs vont aussi pouvoir apporter, donc décloisonner. Et alors, c'est sûr que là, je dis ça de manière très naïve, peut-être, et sans donner d'outils concrets. Je ne sais pas, au niveau du financement, les possibilités administratives, ce qu'on peut faire, mais je crois vraiment qu'on doit pousser tous, là, les profs, les chercheurs, pour que ça se fasse et pour qu'il y ait des dialogues et des circulations entre les milieux. D'accord, merci beaucoup. Oui, effectivement. Être plus en lien avec la réalité, avec le réel. C'est très important, le réel. Et non pas juste uniquement la tour d'ivoire, complètement fermée et repliée sur elle-même. Le fil d'Ariane de cette rencontre, annoncée dès le départ comme étant la dernière de cette série, est assurément le devenir. Et comme annoncé, il n'y a pas meilleure personne que toi pour incarner ce devenir. Tu fais voir au monde du savoir et du savoir-faire qu'apprendre quelque chose n'est pas abandonner ce qu'on est pour devenir autre chose, par assimilation, imitation, identification, mais bien au contraire, imposer notre essence quelque part. Il est vraiment temps de finir à sacrifier, à mettre de côté notre essence. Il est temps de reconnaître et de promouvoir pour nous cette essence qui est en nous, pour nous emparer du monde au lieu de le laisser nous consommer sans raison. C'est en cela que devenir ne peut jamais être une généralité comme le montrait Deleuze, mais il est toujours une singularité. C'est en cela que je ne peux pas te demander ce que tu deviens, car tu deviens tout en devenant. Puis devenir est toujours une réalité, et toi, tu le prouves en sortant le devenir du rêve. Tu n'as jamais juste rêvé au chant, à la poésie, à la nature, à sa culture, à la naissance, à la renaissance. Tu nous prouves que devenir, c'est porter dans le réel cette partie de nous-mêmes qui gît dans ce que Guattari et Deleuze appellent le brouillard des singularités. Et finalement, devenir est un seuil entre multiplicité qui peuvent faire système de manière infinie et non seulement en cherchant le un, qui est la voie la plus habituelle de réunir peut-être trop hâtivement ce qui est éparse. Il est vraiment temps
de nous ouvrir à ces réalités et devenir en faisant sans cesse nouveau territoire et la condition même d'être au monde, y compris dans le monde du savoir. Laetitia Rascle-Baumel, je ne saurais te souhaiter autre chose que bon vent dans ton voyage, je pourrais même dire ton odyssée, que tu as su aussi admirablement tracer entre deux continents et autant entre beaucoup de disciplines assez enfermées que tu commences à ouvrir avec adresse. Je te souhaite de ne jamais t'arrêter. Ce fut un immense bonheur de te parler et de parler de devenir avec toi. Laetitia, merci beaucoup. Merci Mirella, c'était vraiment agréable d'échanger avec toi également. Vraiment une belle écoute puis des questions super intéressantes. Fait que je te remercie beaucoup. Merci beaucoup.